Et bonsoir et bienvenue sur le plateau de Croco Hebdo. Tous nos meilleurs voeux en ce début d'année 2013. Le retour du Ballon rond sur TV Sud avec un invité de marque ce soir pour le retour de cette émission après la trêve de Noël. Il s'agit du coach du Nîmes Olympique, Victor Zvenka, qu'on est heureux d'accueillir sur ce plateau. Bonsoir Victor. Bonsoir. Bonne année. Oui, merci à vous aussi, puis aux téléspectateurs aussi. Et le meilleur pour le Nîmes Olympique d'ici à la fin de cette saison 2012-2013, puisqu'on va attaquer, vous le savez, à partir de vendredi prochain, 20h. 20h, notez bien le nouvel horaire qui a été homologué par la Ligue du football professionnel. Le déplacement du Nîmes Olympique sur la pelouse mythique du leader nantais, la pelouse de la Beaujoire. Face à vous, Victor, on retrouve notre consultant, notre coach à nous, Patrick Champ. Bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir Victor et bonsoir à tous les téléspectateurs, en espérant que cette année 2013 fasse le bonheur du Nîmes Olympique. Allez, le Nîmes Olympique, un club historique, vous le savez, chaque semaine on essaie un petit peu de plonger dans les archives à travers notre petit jeu concours. On va vous proposer de retrouver ce croco historique bien qui a porté les couleurs de rouge du Nîmes Olympique. On va lancer immédiatement les images de notre photo mystère de cette semaine. Alors, ça nous renvoie aux années 75, Patrick, c'est votre époque. Vous avez côtoyé ce joueur, donc vous ne jouez pas, mais j'imagine que vous avez déjà peut-être une petite idée. Oui, on demandera Victor. à Victor s'il a une petite idée, et puis ça sera un petit peu notre fil rouge de l'émission. La première information concerne bien évidemment les crocos, avec l'annonce d'une résiliation ce midi. Le Nîmes Olympique a annoncé que le contrat qui liait le club à Steve Hagi, joueur qui était arrivé en juillet 2010, eh bien, avait été résilié d'un commun accord. Il restait 6 mois de contrat pour l'attaquant Steve Hagi, qui s'était illustré notamment l'an passé en signant 2 buts comme celui-ci face à Niort, ou encore le suivant, une frappe magnifique sur le terrain de la pelouse d'Ange Casanova face au Gazélec Ajaccio. Ça avait été l'un des plus beaux buts du Nîmes Olympique l'an passé en national. Steve Hagi qui cette année avait officié, était apparu à 9 fois sur les pelouses et avait été 3 fois titulaire. Victor Zvenka, sur le départ de Steve Hagi. Écoutez, le temps de jeu pour lui devenait difficile. C'est vrai que il y avait une équipe type qui commençait à se mettre en place. Donc il n'avait plus sa place, donc il a voulu aussi à un moment donné voir autre part. Il voulait plutôt, il avait aussi des problèmes un peu avec la famille, puisque sa famille est sur Paris, lui il était ici un peu sur Nîmes tout seul, donc il a préféré arrêter son contrat et puis nous quitter. Donc c'est pas, pour moi c'est la vie classique d'un groupe. Exactement, je pense qu'à un moment donné il y a des jeunes aussi qui sont là, qui ont envie aussi de progresser, donc c'est vrai que ça devenait difficile pour lui, donc il vaut mieux faire une place pour ces jeunes qui sont là et qui ont envie d'apprendre. On va revenir sur l'événement du dernier week-end avec les 32e de finale de la Coupe de France et ce déplacement prestigieux pour le Nîmes Olympique sur la pelouse du Grand Stade de Lille, avec le 11 qui avait été aligné par Rudy Garcia, le coach lillois. Lorsqu'on voit une telle composition, Victor, on se dit qu'on va avoir un adversaire non seulement de taille, mais qu'il n'y a quasiment aucune faille sur les différentes lignes devant lesquelles vous allez être confrontés. Écoutez, j'ai suivi tous les matchs des 32e et notamment les 20 clubs de Ligue 1 qui jouaient. Je peux vous dire une chose, qu'on a rencontré sûrement l'équipe qui était la plus complète dans ces 32e de finale. Parce que même si Kalou aujourd'hui n'est pas là, dans cette équipe, il est à la CAN. Il n'était plus un titulaire indiscutable puisque Lille voudrait se séparer de Kalou. Donc ça montre bien que Garcia avait pris le match très au sérieux et avait aligné sa meilleure équipe. On va voir devant celle du LOSC, l'équipe du Nîmes Olympique, privée de Pierre Boubi, suspendu, et de Komlan Aewou, qui est parti avec le Togo pour la Coupe d'Afrique des Nations, avec ses 2 milieux défensifs que sont Yassine Adou et Abdelmalik Sissane. Sinon, un profil qu'on qualifiera de classique. Oui, classique, oui, tout à fait. C'est vrai que la suspension, j'ai essayé de jongler en mois de décembre avec les cartons pour essayer de pouvoir avoir au moins des deux, parce que je savais qu'Améou ne serait pas là. Donc Boubi, normalement, aurait dû être suspendu contre Niort, puisque la commission devait se réunir le jeudi. La commission ne s'est pas réunie, et donc la suspension, au lieu de venir contre Niort, elle est venue malheureusement pour nous contre Lille. Donc on s'est retrouvé quand même avec 2 joueurs qui ont une grosse expérience et qui ont l'habitude de jouer ensemble, et qui est quand même
notre point fort actuellement, hein, surtout dans cette première partie de championnat. Derrière, on a la malchance aussi que Parpex se blesse aussi dans un des derniers matchs. Donc c'est vrai que... Une déchirure, je crois. Oui, une déchirure. Et donc on se retrouve, c'est vrai, avec Adou et Sissane au milieu de terrain. C'est vrai que ce sont deux jeunes qui un petit peu manquent d'expérience. Et c'est vrai que bon, contre une équipe composée de Mavouba et de Martin qui sont en équipe de France, c'est vrai que ça fait quand même une belle doublette contre les nôtres. On va redécouvrir l'ambiance avec les buts de cette soirée au Grand Stade Garnier, à peu près avec 15 000 spectateurs. Premier but de signé Dimitri Payet, qui a eu malheureusement peut-être trop le temps d'armer sa frappe. Ah, je le vois là, oui, oui, là. Ah ouais, on est sorti à 2 à l'heure sur le porteur du ballon. Nos milieux défensifs sont trop bas. Donc le temps qu'on sort sur celui qui va armer son tir, donc Payet, c'est vrai que ça, on le savait, puisque bon, dans les derniers matchs, Payet avait marqué déjà 2 buts en dehors des 20 mètres, donc on sait que c'est un joueur très adroit. Là, au lieu de la brosser, il l'a mis coup du pied. C'est vrai qu'elle tape terre, elle prend de la vitesse en tapant le sol, donc pour le gardien, c'est pas évident. Le deuxième but est signé par un joueur lillois qui se distingue rarement en qualité de buteur, mais là, vous allez le voir, son but va rentrer en tout cas dans les annales parce que c'est une frappe magnifique, d'une grande pureté de la part de Florent Balmont qui, avant la mi-temps, met le but qui fait peut-être le plus mal. Alors que l'on voit Benoît Poulain est peut-être le seul 2 fois de la tête à essayer de sauver la balle. Là, je revois l'action, surtout sur la deuxième. Je pense que là, Benoît, je lui en avais parlé à la mi-temps en rentrant. Je lui ai dit que il y va, il touche un peu le ballon avec le bras. Parce que c'est vrai qu'il appréhende un peu le déplacement de l'attaquant devant lui. Et c'est vrai que dans ces conditions-là, il doit y aller avec tout son corps et montrer un peu que c'est lui le défenseur et qu'il n'a pas peur de l'adversaire. Alors c'est vrai que quand il la renvoie, il la prend un peu de l'épaule et donc elle tombe aux 20 mètres. Mais c'est surtout à côté encore une fois, nos milieux de terrain que je vois là qui sont spectateurs en fin de compte. Hein. Mais bon, disons que ça nous fait doublement mal parce que si on voit qu'on est spectateur, qu'on n'est pas dans le match, hein, parce que ça montre qu'on n'est pas agressif sur le porteur du ballon, puis surtout la 45e. Si on s'était contenté du 1-0 à la mi-temps, c'est tout de suite un autre match qui serait reparti dans les 45 de deuxième mi-temps. Hein. Vous avez dit, notamment dans les vestiaires, que cette entame de match était entre guillemets digne d'un match amical. C'est peut-être... Il n'y a pas eu la réaction d'orgueil que vous attendez de vos joueurs lorsqu'on voit le troisième but, comment on va voir en image d'ailleurs. Alors, je dirais que sur la deuxième mi-temps, je pense qu'on a eu la réaction. Mais on l'a pas eu à 2-0, on l'a eu à 3-0. Donc c'est vrai que c'est embêtant. Mais moi, je pense que le plus important quand même, c'est la passivité qu'on a eue dans cette première mi-temps. Parce que bon, on est quand même contre une équipe qui est capable de bien jouer au ballon. Ça, on le savait. On avait vu un peu les DVD, on l'avait travaillé, on avait été attentif. Et je pense que notre inexpérience au milieu nous a énormément posé de problèmes. Maintenant, il y a eu, il faut dire aussi, le fait que l'équipe de Lille nous avait vu jouer à Monaco. Et ils avaient vu quand même certaines choses qui n'avaient pas bien fonctionné, notamment chez nous en première mi-temps. Et ils ont remarqué aussi quand même que quand une équipe nous fait un gros pressing et qu'on n'arrive pas à trouver Granic, on est aussi en difficulté parce qu'on ne peut pas poser le jeu, on ne peut pas distribuer le jeu. Et donc, ils nous ont fait un gros pressing, ils nous ont privé de ballon. Et quand on n'a pas Granic qui est capable de poser, d'organiser, et derrière, on devient plus facile à manœuvrer. Donc, je pense que là-dessus, ils ont su utiliser tous les atouts pour nous mettre en difficulté. Mais nous, on n'a pas su réagir à tout ça. Un troisième but lillois inscrit à la 52e minute par Nolan Roux. Alors que l'on va voir à l'heure de jeu, peu après l'heure de jeu, la réduction de l'écart du score par Vincent Granic. Patrick, Vincent Granic qui confirme une fin d'année 2012 remarquable avec le Nîmes Olympique. Disons que c'est le monsieur plus de l'équipe nîmoise, comme le disait Victor. C'est vrai que quand lui va, toute l'équipe va bien. Et quand, disons qu'on le marque un peu de plus près ou qu'on l'empêche de recevoir le ballon, ça se sent énormément. Et c'est vrai que les deux joueurs, les deux joueurs défensifs,
les deux gamins, pour ainsi dire, Sissane et Adou, même s'il a un peu plus d'expérience, je crois qu'ils ont manqué quand même d'agressivité, comme disait Victor, sur les deux buts qu'on a, même le troisième, on regarde faire, il faut rentrer peut-être un peu plus fort, comme le faisait Victor à une époque. C'est vrai que des moments, on veut jouer, on fait la zone, tout ça, mais des moments, je crois qu'il faut aller dur sur le ballon, et ça a manqué parce qu'on n'a pas fait un match de coupe, on a fait un match, comme le disait Victor, on se réveille à 3-0, et après, c'est vrai qu'à 3-0, on revient bien, ce qui est encourageant pour la suite du championnat. On marque 2 jolis buts, mais je crois que la messe n'était pas dite, mais presque à 3-0, hein, comme le disait. Je voudrais juste dire, c'est vrai qu'on parle souvent de zone, mais on oublie que nous, on jouait dans un marquage individuel. Mais la zone n'empêche pas le marquage individuel. Et je crois que les joueurs ont des fois du mal à comprendre. Alors c'est vrai qu'il y a certaines zones du terrain où il faut faire de la zone parce que c'est normal. Comme ça, tu ne fais pas des efforts, tu maîtrises tes efforts, c'est des efforts collectifs. Mais arriver à 30 mètres des buts adverses, donc dans nos 30 mètres, eh ben c'est là que ça doit venir du marquage, ça doit être beaucoup plus agressif et beaucoup méchant. Et c'est vrai que quand on habitue comme ça des joueurs depuis des années à ne pas être agressifs sur le porteur du ballon, dans le marquage et tout, après faire passer le message et puis que bon, ça suive au cours des années, c'est plus difficile. Alors ce que je voudrais relever, c'est ce que dit Victor, fort justement, c'est quand on voit Sbailly, quand il a donné la chance à Sbailly, lui, a fait de l'individuel. Des moments, c'était pas que de la zone. Il a gagné sa place grâce au duel qu'il a gagné avant, après, de jouer au football. Je crois que c'est là où le plus important. Et je crois que les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas qu'il faut se faire violence dans le football. C'est pas de jouer bien placé, etc. C'est d'être dur au combat et surtout de ne pas avoir peur de faire des 1 contre 1 dans sa zone. C'est le football moderne. C'est le football moderne. Avec un deuxième but signé Seydou Koné à la 70e minute de jeu, à un moment où peut-être les joueurs nordistes ont péché par excès de facilité, où on fait preuve d'une certaine suffisance. Et le lendemain, Victor, vous confiez dans les colonnes de l'équipe que, étant joueur, vous auriez certainement donné quelques claques à certains de vos vis-à-vis. Alors, je pense que ça n'a pas été interprété comme je voulais le dire. Oui. C'est-à-dire que, bon, dans le match, il y a eu Payet et... comment il s'appelle ? Rodelin, qui ont fait des gestes qu'on voit rarement dans le football et qu'on voit rarement sur un terrain, et notamment au haut niveau. Et donc, quand je vois, si je ne me trompe pas, je crois que c'est Hazard qui l'avait fait l'année dernière, et derrière, il y avait eu but, je ne le vois pas dans le championnat de France. Donc, à 2-0, je trouve qu'il y a eu ces 2 gestes-là qui ont été faits à un moment donné où on était en grosse difficulté. Et je pense qu'ils l'ont fait parce que tout rigolait pour eux et qu'ils ont pu faire ce genre de truc. Donc, je disais que si on avait été plus méchant et si on avait été plus agressif, je pense que ce genre de truc, les joueurs ne l'auraient sûrement pas tenté et on ne serait pas fait chambrer. Parce que je trouve que moi, on s'est fait chambrer sur ces actions-là. Voilà, ça s'arrête juste à ces 2 actions-là. Pour le reste, les joueurs de Lille ont fait un match de professionnels. Là-dessus, j'ai rien à dire. Moi, ils ne nous ont pas pris par-dessus la jambe. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu une différence qui s'est faite d'abord par la rentrée d'Ogunbiyi, qui nous a apporté un peu plus de stabilité sur le plan technique. On a moins perdu de ballon, on l'a trouvé plus facilement. Il s'est très bien entendu avec Granic qui a retrouvé ses habitudes. Et on a pu, à un moment donné, mettre notre jeu en place. Et naturellement, sur cette fin de match, on a vu une équipe de Lille qui était sur le plan physique complètement à la rue. Et nous étions de mieux en mieux. Et donc, quand tu reviens au score à 3-2, c'est vrai qu'un gars, à 20 minutes de la fin, puisque je crois que c'est notre but, c'est à la 71e, le deuxième, je pense qu'à ce moment-là, on était capable de faire la différence. Alors, il y a eu le 12e homme, on va dire ça comme ça, parce que je pense qu'il y a eu quand même un arbitre qui a bien choisi son camp. Et puis, c'est vrai que quand j'ai discuté avec les joueurs à la fin du match, dans les vestiaires, quand 2 joueurs de Lille n'arrêtaient pas de parler à l'arbitre en lui disant « Ouais, ils mettent des coups, il faut leur mettre des cartons, c'est pas normal et tout », et que lui, il est tombé dans le jeu, et qu'il a accepté ça, et qu'il a accepté de donner des coups francs et d'expulser Adou, parce que c'est un scandale, Adou. Le temps que l'arbitre, il mette le carton, entre le coup de sifflet, l'action d'Adou, le coup de sifflet, il avait déjà la main à la poche, il n'était même pas arrivé sur les joueurs, que Balmont était déjà debout et qu'il voulait se battre avec Adou. Non mais c'est de la folie. Je crois qu'ils oublient à un moment donné, ces arbitres, qu'on est des joueurs de foot professionnels, et que de sortir des cartons comme ça, il va pénaliser Adou pendant 2-3 matchs. C'est un joueur professionnel, il n'a pas le droit de faire ça. Qu'il y ait des actions
litigieuses, des actions où il y a des blessures graves et qui prennent des décisions, c'est normal. Mais quand je vois des cartons rouges de cette façon-là, c'est vraiment punir le métier de joueur professionnel dans cette situation-là. Voilà. Ce qui devait être dit. On va ouvrir notre loupe sur quelques matchs importants de ces 32e de finale après donc, cette élimination malheureusement du Nîmes Olympique, mais avec les honneurs 3-2 face au LOSC. Le Poiré Survie, pensionnaire de National, qui est allé cueillir à froid Le Mans sur sa pelouse, 2-1. Rouen, qui, après un dernier tir au but raté par un certain David Gigliotti, a battu l'AC Ajaccio sur sa pelouse de Robert Diochon. Plabennec a fait sensation en sortant le Stade de Reims 1-0. Épinal a éliminé ni plus ni moins que le tenant du titre, l'OL, l'Olympique lyonnais. Châteauroux, coiffé sur le fil d'une ancienne connaissance pour vous, Victor, par Bordeaux. L'Olympique de Marseille également, une vieille connaissance également pour Guingamp. 2-1 face après prolongation. Ça, c'est deux clubs que vous connaissez bien. Mende qui a fait sensation devant Arles-Avignon en l'emportant 2-0. Le CA Bastia, pensionnaire de National, qui élimine le grand frère de Ligue 1 à Fouriani 2-0. Dieppe qui donc est battu par Nantes, le prochain adversaire du mois. Et enfin, Arras avec la haie d'honneur des joueurs du Paris Saint-Germain, les amateurs d'Arras qui est la première équipe cette année à inscrire 3 buts devant l'ogre parisien. Ça fait partie aussi des jolis symboles de ce week-end de Coupe de France. On va observer une courte pause et puis on se retrouve avec notre invité Victor Zwenka et Patrick Champ pour la seconde partie de Croco Hebdo. Ancien pensionnaire de National et adversaire direct des Nîmois la saison passée pour le titre de champion de France, les Chamois niortais revenaient aux Costières dans le cadre de la 19e journée de Ligue 2 pour le dernier match de l'année 2012. Privé de Sédou Koné, le 11 Croco allait rencontrer des difficultés pour porter le danger sur le but de Sévrien, exception faite de ce missile de Vincent Granic, flirtant avec la ligne à la 13e minute de jeu. À l'issue d'une première mi-temps décevante en termes d'action, c'est l'équipe de Niort qui allait prendre le jeu à son compte et inquiéter les Nîmois jusqu'à ce que Jérôme Lafourcade ne transforme en but un contre excellemment mené à la 68e minute. Je ne me menais pas à large quand on a pris le but parce que je me suis dit que jusqu'à ce moment-là, je crois que cette équipe de Niort, même si en première mi-temps ils ont eu une ou deux occasions, nous aussi, je dirais qu'ils le méritaient parce qu'ils avaient fait un bon début de deuxième mi-temps. C'est un ballon un peu mal négocié où on se fait un peu piéger. Donc je me suis dit, c'est bon, 1-0, on n'était pas dans le match aussi. Je veux dire, on ne faisait pas les mêmes qualités de match que les précédentes rencontres. Donc je me suis dit que ça allait être difficile. Piqué au vif et désireux d'éviter la déconvenue connue un mois plus tôt face à Lens, les Crocos ne baissaient pas les bras et c'est le meilleur buteur nîmois, Vincent Granic, qui allait délivrer les Costières en remportant son duel 5 minutes plus tard face à Rodolphe Roche d'un astucieux plat du pied. On savait que le match allait être difficile parce que Niort était une bonne équipe et au milieu de terrain on a vu qu'ils jouaient bien au ballon et ils nous ont mis beaucoup en difficulté, mais écoutez, c'est comme ça, il y a des soirs comme ça où rien ne va, mais la victoire est là, donc l'essentiel est fait et puis on peut passer de bonnes vacances et puis après faire une deuxième partie de championnat peut-être un peu plus serein. À un quart d'heure de la fin du match, c'est un pur produit nîmois qui allait montrer la voie du succès à ses expérimentés coéquipiers. Sur une nouvelle balle récupérée par Mouri Ogunbiyi, Nicolas Bénézé et Vincent Granic allaient affoler la défense niortaise, avant de servir idéalement Renaud Ripard, rentré en lieu et place de Romain Thibault après l'heure de jeu. Il a eu beaucoup plus de mouvements sur le front de l'attaque, il a beaucoup plus harcelé les défenseurs niortais, il a plus profité des espaces. Et de ce côté-là, il nous a apporté des choses intéressantes. Et puis après, le fait de changer aussi Bénézé avec Ogunbiyi a apporté aussi un peu plus de percussion, surtout sur le côté gauche. Ce qui nous a permis, avec un grand Granic, naturellement dans la fin de match, pour gagner ce match. J'ai reçu 2 très bons ballons, un de Vince et un de Nico. Donc, après, j'étais là au bon moment, mais c'est aussi mon rôle. Après, quand on fait appel à moi en Ligue 2, il faut que je réponde présent. Et c'est ce que j'ai fait ce soir, je pense.
Pour fêter son premier but en Ligue 2, le jeune attaquant Croco, habituel capitaine de l'équipe réserve, allait même se voir offrir un doublé des pieds d'un Vincent Granic impérial à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Une victoire 3-1, forcément amère pour les visiteurs. Ça fait 4 mois que c'est comme ça. 4 mois que tout le monde nous dit on joue bien, voilà, on a une belle équipe, ça joue bien, mais ça me fatigue de bien jouer et de ne pas gagner. Donc il faut que ça change vite. Là, le match, on a senti on n'avait pas trop la même mise sur le match. Niort jouait bien au ballon. Ils n'ont pas été réalistes dans les derniers gestes. Mais après, nous, on a amené le petit plus qui a fait que, comme ils ont joué mardi, mais ils avaient peut-être un peu moins de jus. Et donc voilà, ça a tourné en notre faveur. Donc c'est bien. Si on arrive bien à négocier notre mois de janvier, pourquoi pas avoir encore un peu plus d'ambition, parce que bon, on se rend compte que devant, il y aura des matchs intéressants pour nous. On va aller à Nantes, on va aller sûrement à Caen aussi après. Donc bon, c'est des matchs qui seront charnières, avec 2 matchs à la maison contre des équipes comme Clermont et puis Sedan. Donc ça peut, à la fin du mois de janvier, peut-être nous ouvrir d'autres horizons. Avec Clermont-Ferrand et Sedan comme futurs adversaires aux Costières, le Nîmes Olympique entend conforter sa suprématie à domicile en ce début d'année 2013 et se rapprocher au plus vite des 42 points fixés par le coach Croco comme l'objectif du maintien. Et de retour sur le plateau de Croco Hebdo avec le rappel des résultats de cette 19e journée, dernière journée des matchs allés. C'était juste avant la trêve de Noël et la victoire du Nîmes Olympique. Vous voyez ici les principaux résultats. Le rappel du classement avec un enseignement qui est important pour le Nîmes Olympique, qui est 10e avec 25 points. C'est que le Nîmes Olympique n'est plus sur un goal average négatif, il est actuellement à 0, ce qui peut lui permettre, en cas de victoire à venir, de rentrer sur un goal average positif, ce qui sera très important pour la suite de la saison et de ces matchs allés. La 20e journée à venir ce vendredi à partir de 20h, on le rappelle, changement des horaires, le déplacement à la Beaujoire et puis quelques jolies affiches à noter sur les agendas. Vous le voyez ici, déplacement périlleux pour les Arlésiens à Bollaert, c'est le Racing Club de Lens qui les accueillera. Nantes-Nîmes, bien évidemment, Niort-Tours et puis un match décalé au Cercan ainsi que Monaco-Laval. Alors je le confirme bien, Victor, il y aura bien un déplacement local le 1er février dans le cadre de la 23e journée, là aussi un gros adversaire. Quand vous dites plus d'ambition, vous vous dites que du fait de la dynamique de la victoire à 3 points, une fois que l'objectif du maintien aura été inscrit en termes de points, vous vous interdisez rien, vous comptez aller peut-être au-delà de l'objectif qui est fixé entre la 8e et la 2e place ? Disons que le président en a fixé comme objectif entre 8 et 12. Voilà. Donc je dirais qu'aujourd'hui à la 10e, on est juste au milieu. Bon, c'est le fait du hasard peut-être, je dirais. C'est le nombre de points qui nous permet de faire ça. Donc c'est vrai qu'on va avoir 2 matchs à l'extérieur contre des équipes qui ont comme ambition de remonter. Et puis on a 2 matchs à la maison contre des équipes qui, elles, ont besoin de points pour se maintenir. Donc c'est vrai que ça sera des matchs importants pour nous, parce que 4 matchs, ça veut dire 12. Si tu peux en prendre déjà la moitié, ça te fait 31, donc tu seras plus loin des 42. Et donc je dirais que l'objectif, ça sera d'essayer de finir à la meilleure place. Voilà. Si on peut rapidement nous mettre à 42, après on verra à ce moment-là quelle est notre situation au classement, comment on est au niveau des points par rapport aux équipes qui jouent la montée. Et donc on aura sûrement, et je l'espère, et bon, c'est un objectif, ce que j'ai dit à mes joueurs hier matin, c'est d'essayer d'avoir un peu plus d'ambition et de regarder en haut et de ne plus regarder derrière. On va justement regarder ces joueurs, et en tout cas les 5 joueurs les plus utilisés depuis le début de la saison, avec bien évidemment la première place en temps de jeu pour Cyril Merville, suivi de Benoît Poulain, Pierre Boubi, Vincent Granic et Komlan Ameoud, l'une des bonnes surprises de cette saison. On rappelle que Komlan Ameoud est venu au dernier moment sur le stage de préparation d'été du Nîmes Olympique. L'arrivée récente de Riyad Nouri, qui avait inscrit un doublé contre le Nîmes Olympique au printemps 2010 face à Haïdar Al-Shaibani, qui avait à l'époque remplacé Nicolas Puydebois lors d'un déplacement à Istres. C'est un milieu offensif polyvalent, capable d'évoluer dans quel secteur de jeu ? Il joue partout.
peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, il peut jouer avant-centre et il peut jouer même en numéro 10. C'est plus deux choix vous concernant, dans une possibilité de permettre à Nicolas Bénézier d'aller à gauche, par exemple. On sait qu'il affectionne particulièrement ce côté. Tout. Il peut jouer à droite, parce que c'est vrai que quand Nico est blessé, eh ben, on n'a non plus aussi de ce côté-là que la solution Ripard ou Ogunbi. Mais bon, Ripard, c'est pas son vrai poste. Ogunbi, il ne prendra pas la profondeur. Donc j'ai besoin de joueurs qui aillent dans la profondeur. Il peut jouer à gauche, et idem, de la même chose qu'il peut se débrouiller à droite. Et il peut jouer même avant-centre, parce que c'est un joueur qui, naturellement, va dans la profondeur. Donc, ses qualités techniques, on les connaît. Il n'a peut-être pas le gabarit d'1m90 ou 1m85 pour jouer avant-centre. Il fait à peine 1m80. Mais je veux dire, ça n'empêche pas que, par ses déplacements, par sa technique, protection de balle, dribble, percussion, vitesse, il sera capable de poser des problèmes à beaucoup de défenseurs. Riyad Nouri, un prêt de 6 mois en provenance du Havre, qui était avant sous les couleurs d'Istres, je le disais, près de 6 mois avec option d'achat. On regardera ça avec attention. Une question qui est sur toutes les lèvres des supporters, Victor Zvenka. Est-ce que Riyad Nouri sera la nouvelle recrue, l'unique recrue de ce mercato d'hiver? Il reste encore 3 semaines, on ne sait jamais. Bon, je dirais qu'avec le président, on se téléphone 2-3 fois par jour. On voit un petit peu en fonction de ce qui pourrait se passer. Les coups de téléphone qu'on peut avoir. Il y a des secteurs de jeu que vous recherchez? Pas spécialement. Bon, maintenant, après, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Vous savez, on ne recherche pas, mais à un moment donné, il y a peut-être un joueur qui est moins performant à un poste. Il y a peut-être une blessure qui peut arriver. Il y a un joueur qui veut éventuellement un poste bien précis, voir autre part parce il a moins de temps de jeu. Donc, est-ce qu'il ne faut pas prendre quelqu'un parce qu'on sera un petit peu moins nombreux à ce poste-là? Donc, il y a des possibilités si jamais il y avait des départs derrière. Il y a un joueur actuellement qui est en manque de temps de jeu, Patrick, on le connaît bien à Nîmes, c'est Maxime Poungé, au poste de latéral gauche, qui appartient au Girondins de Bordeaux, qui n'a joué que 70 minutes contre Montpellier en novembre et puis 13 minutes contre Evian Tonon-Gaillard au mois d'août. C'est bizarre. Contre Newcastle, parce que j'ai vu le match en cours à la télé, donc comme je regarde beaucoup de matchs de foot, ce jour-là, comme il jouait, je l'ai regardé un peu plus longtemps pour voir, parce que je l'avais vu jouer l'année dernière un petit peu, mais pour me donner encore une idée, dans une équipe de Ligue 1, qu'est-ce que ça pouvait donner, voilà. Il avait fait une très belle prestation, voilà. Ce qui est sûr, c'est le joueur que Nîmes Olympique, s'ils prennent un joueur, ça sera un joueur qui sera opérationnel de suite, Victor. Alors c'est ça qu'il faudrait que je dise aussi, naturellement, une chose très importante, c'est vrai. Je pense qu'à un moment donné, quand on fait un choix, c'est que le joueur est prêt tout de suite. On ne va pas prendre un joueur qui est sans club, un joueur qui, malheureusement, même s'il se prépare tout seul, il lui faudra un moment du temps de jeu. Donc nous, ce qu'il faut tout de suite, c'est avoir un joueur qui soit compétitif. Alors c'est vrai que si tu es dans l'effectif d'un club de Ligue 1 ou de Ligue 2, que tu joues quelques matchs, mais que tu joues même avec l'équipe réserve, c'est un joueur qui quand même est opérationnel très rapidement. En parlant d'équipe réserve, quid des retours d'infirmerie pour Vincent Carlier, pour Emmanuel Corrèze et pour Habib Jean Baldé? Je dirais que pour Baldé, naturellement, et Carlier, c'est pas mal, c'est même bien. Je pense que si tout va bien, il devrait rejouer avec la réserve ce week-end. Pour Manu Corrèze, il faudra peut-être encore attendre un petit peu. Abdelmalik Sissane, on a appris ce week-end qu'il avait re-signé 2 saisons en faveur du Nîmes Olympique. C'est aussi un signe de confiance accordé à la formation nîmoise, la place à la jeunesse aussi? Écoutez, je pense qu'il y a des jeunes qui ont démontré, aussi bien l'année dernière que cette année, avec de la qualité, qu'on était capable de leur faire confiance, de les faire jouer et naturellement de profiter aussi de l'apprentissage qu'ils ont pu avoir à Nîmes Olympique pour les utiliser en Ligue 2 et leur donner du temps de jeu pour nous aider et puis progresser avec cette équipe. On va regarder ce que nous avons appelé l'équipe type de cette première partie de saison, à savoir les 11 joueurs que vous avez le plus employés en termes de titularisation. Alors, on a mis Jonathan Parpex dans le couloir droit par défaut. On a essayé de faire au mieux par rapport au temps de jeu. C'est vraiment mathématique ce qu'on a fait comme équipe. Mis à part Jonathan Parpex, puisqu'actuellement c'est Moussa Sidibé à ce poste, on est quand même devant une configuration classique avec une question. Je penserais plutôt que Parpex serait plutôt à gauche et puis oui, à droite Sidibé.
par le tout à temps fait. de jeu. Parce que bon, le temps de jeu, en fin de compte, Sbaïs, Salah, n'a que, je crois, 12 matchs, de 10 à 12 Il fait matchs. partie des 11 plus utilisés. Oui, sur les derniers matchs peut-être, mais pas depuis le début de saison. Parce qu'au début de saison, il a commencé à jouer qu'à partir de Guingamp, je crois. Voilà. Bon, passons, c'est pas un problème. Hein. Enfin, en tout cas, Oui. Salah Sbaïs, c'est quand même un cas Oui, particulier tout à fait. qui a une licence amateur. Oui, mais comme on a expliqué tout à l'heure, bon, c'est vrai que c'est un joueur qui est de la région, il était sans club, on se connaissait un petit peu. Bon, il harcelait, on va dire ça du bon côté. Hein. Ouais, vous savez, voilà. Ouais. Il était là tous les jours, il était là. Bon, moi, j'avais accepté de le prendre à l'entraînement, de faire quelque chose avec lui. Mais c'est vrai qu'après, c'est les événements, c'est les contrats. Je pense aussi qu'on avait un effectif qui était assez important. Donc, pour nous, c'était compliqué de lui faire signer un contrat professionnel. Donc, avec le président, on en a discuté et tout. Après moult discussions, on a dit la seule chose qu'on peut faire, c'est de lui proposer un contrat amateur. Et puis, on verra bien ce qui se passera après. Et je pense que il était trop content de trouver un club. Et le contrat... Pour moi, c'est pas important. C'est pas parce que tu es stagiaire, tu es pro, tu es amateur que je vais te faire jouer parce que tu es pro. Non, c'est le meilleur qui joue. Et je pense qu'il a voulu absolument gagner sa place. Il a beaucoup travaillé, très dur, pour prendre cette place. Et logiquement, je dirais qu'il a gagné sa place de titulaire pour l'instant. Oui. Parce que c'était pas évident de faire jouer un amateur au départ. Hein. Oui, même oui, si tout à c'est un fait. joueur confirmé, parce que il n'y a pas une limite d'ailleurs pour l'entraîneur de ne pas trop utiliser un amateur? Non. Non, parce que Victor a une grosse expérience. Pour un jeune coach, je pense que ça doit être plus difficile. Il a quand même pas, Sbaïs n'a pas non plus 20 ans. Hein. Non, voilà, il a 28 ans. Hein, donc pour moi, c'est pas physiquement, il est bien. Une limite réglementaire. Réglementaire, oui. Réglementaire. Peut-être vis-à-vis d'un contrat professionnel, vous voulez me dire? Oui. Vous connaissez les règlements, donc c'est pour ça que vous posez la question. Moi aussi, je la connais, vous en faites pas. Hein. Parce que je m'occupe pas que de mon équipe, je m'occupe un peu de tout ce qui est réglementation aussi. Hein. On va revenir sur notre photo mystère, notre fil rouge, avec peut-être une réponse. On va retrouver ce joueur nîmois qui a joué dans les années 70 au Nîmes Olympique, avant de faire une petite pige du côté de Metz. Il s'agit de Denis Mathieu. Ouais, Denis Mathieu, qui a été l'ailier droit à l'époque, on disait, du Nîmes Olympique, qui a joué à Metz après. Et qui malheureusement nous a quittés très tôt. À Metz. À Metz, c'est vrai que nous ici dans le Midi. Et qui malheureusement est décédé suite à une longue maladie. Bon, j'embrasse bien Nadine, son épouse, que je connais très très bien. Et ses enfants, dont un qui naît sur Nîmes. Donc voilà, gros bisous à toi Nadine. C'était notre clin d'œil pour les anciens du Nîmes Olympique. Des joueurs que vous avez côtoyés, Patrick, notamment entre 72 et 77. Vous avez des souvenirs, Patrick, d'ailleurs, de matchs contre l'Olympique de Marseille, avec des victoires, en 73, 4-1 à Jambouin, ou encore l'année suivante, 3-1. Il y a eu quelques... On a souvent perdu contre Marseille, mais on a fait quand même de bons résultats contre eux. On a fait, c'est vrai, des victoires à l'OM. Mais je crois que Victor aussi y était. Mais bon, 3 victoires, 1 nul, 2 défaites, voilà. Sur votre période commune, je dirais. Le match nul, ça doit être. On devait jouer un contre l'autre parce que c'était au stade Vélodrome, c'était 74-75, voilà, je crois. Et j'avais le nez cassé, j'ai eu le nez cassé le match d'avant à Metz. Et donc je m'en rappelle parce qu'il y avait un Mistral et tout. J'avais joué avec un masque. 30 secondes. Hein. M'a tellement gonflé le masque que je l'ai arraché, j'ai joué sans masque. Hein, parce vous que avez des bons souvenirs donc, voilà, de l'Olympique de Marseille. Voilà. Vous n'avez peut-être pas tous les souvenirs en images de Il y a un 2-2 au match aller aussi. Peut-être, ouais. Si, ouais, avec ouais, Paulo César. Il est rentré à l'hôpital, il avait une côte cassée. Avec une image de Victor Svenka à l'époque de l'Olympique de Marseille que je vous livre. Regardez. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'étais comme ça aussi. D'abord, il y avait le fait des cheveux longs. Bon, ça c'était l'époque. Mais c'est l'année 76-77, parce qu'on a gagné la Coupe de France en 76. Et donc, à partir des quarts de finale, on a dit, et pratiquement toute l'équipe, déjà, on ne se rase plus. Donc, bon, jusqu'à la finale, on a gagné. Et après, j'ai dit, moi, tant que je ne serai pas éliminé en Coupe d'Europe, je garde mes cheveux et ma moustache. Et la barbe. Donc, je me suis plus rasé pendant pratiquement 8 mois. Voilà, c'est quand même... Voilà, avant et après. Voilà. Voilà. Celle-là, elle est belle, celle-là. Celle-là. Ton épouse, c'est dire.
Voilà, un petit souvenir, un petit clin d'œil. En tout cas, on espère bien qu'il y aura peut-être des petits paris comme ça entre joueurs de Nîmes Olympique si les choses se passent bien d'ici la fin de la saison en championnat. Merci d'être venu sur ce plateau, Victor Svenka. On vous suivra avec beaucoup d'attention du côté de Nantes et on suivra l'actualité du Nîmes Olympique. Merci Patrick. Ouais, voilà. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Croco Hebdo jeudi l'avant-match et... Allez Nîmes. Allez Nîmes, au revoir.